Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Techniquement ce qu'il faut savoir, de la série La science dans la fiction, dans laquelle je vais revêtir mon costume de scientifique. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien entendu à laisser un petit commentaire car c'est votre interaction qui va pousser l'algorithme à la mettre en avant afin de la faire découvrir à plus de monde. Également, n'hésitez pas vous-même à prendre les devants en la partageant avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir et de faire découvrir la chaîne par la même occasion. Comme d'habitude, je vous encourage à liker la vidéo car plus vous allez interagir dessus et plus elle sera mise en avant par la plateforme. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin d'être informé des nouvelles vidéos, mais également à cliquer sur la cloche afin de ne surtout rien rater de l'actualité de la chaîne. Je tiens à vous dire que si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez la possibilité de faire un don d'1€ ou 2 sur ma page Tipeee, que ce soit de façon ponctuelle ou mensuelle. Bien sûr, ça reste totalement facultatif et la chaîne demeure totalement gratuite, bien entendu, l'argent allant juste servir à développer la chaîne et à l'aider à grandir. Bien entendu, il est logique de remercier chaleureusement les généreuses personnes pour leur pécule qui aident grandement la chaîne à s'améliorer. Sur ce, commençons. Ah, Futurama. En voilà un nom qui éveille de multiples sentiments contradictoires. À la fois de l'émerveillement, de la joie, de la tristesse, de la rage, et aussi un mal de tête pas possible tellement le développement et la diffusion de cette série a été chaotique. La série est sortie de l'esprit fou de Matt Groening, le papa des Simpsons. Et contrairement à sa grande sœur aux emblématiques personnages jaunes, Futurama n'a jamais connu un succès d'audience aussi phénoménal, malgré un immense succès d'estime auprès du public. Débutée en 1999 sur la Fox, elle est annulée une première fois en 2003 lors de sa 4e saison, avant de revenir 4 ans plus tard sur la chaîne Comedy Central, d'où sortiront 3 nouvelles saisons avant d'être une nouvelle fois annulée faute d'audience satisfaisante. Et tel le phénix renaissant de ses cendres, nous avons eu la chance en cette année 2023 d'avoir droit à une résurgence supplémentaire de la série, avec une 8e saison sur la plateforme Hulu, dont la première partie vient de se terminer, au moment où la vidéo sort. Bon, il y a aussi eu énormément de cacophonie sur cette série en France, avec des changements d'équipe de doublage, suite entre autres aux aléas de programmation aux US, mais également des diffusions dans le désordre, et aussi à cause d'une flopée d'autres facteurs qui font que ça a été presque aussi compliqué d'avoir une série de qualité en France que c'était de la voir déjà tout court aux US. Je vous renvoie d'ailleurs à une excellente vidéo de la chaîne de Mr. Fox, qui revient notamment sur l'histoire du doublage de la série. La vidéo est longue, très longue même avec 1h30 d'informations qui s'enchaînent et qui vous saturent le cerveau de données, mais ça permet d'avoir une bonne impression quand même de l'épreuve monumentale qu'a été le doublage de cette série. Quoi qu'il en soit, malgré les aléas qu'elle a connus, elle garde encore dans le cœur de son public une part toute particulière. Non seulement pour ses doublages attachants, également pour ses situations totalement improbables mises en scène, mais aussi pour toute personne fan de mathématiques ou de sciences de manière générale, qui va pouvoir trouver dans la série des tonnes de références. Il faut dire que le co-créateur de la série, David X. Cohen, qui est également un des scénaristes des Simpsons, est un passionné de sciences de manière générale. C'est entre autres grâce à lui que dans l'épisode d'Halloween, nommé Simpson Horror Show numéro 6, Homer se retrouve dans un monde en 3 dimensions où flottent des équations étant des contre-exemples du théorème de Fermat, ou d'autres étant très proches de l'égalité mais jouant sur les limitations des calculatrices pour faire croire que le résultat est correct. Et bien là, dans Futurama, c'est la même chose mais avec les potards poussés à 11. Entre l'alphabet alien qui apparaît dès le premier épisode, et même dès le générique, qui sert à cacher des messages un peu partout, avec ses références aux mathématiques comme lors du calcul des intérêts d'un compte bancaire, qui sont parfaitement exacts, bref, la série est remplie à ras-bord de science. Et si vous ne comprenez pas les sciences, en soi, c'est pas trop grave, parce que vous avez quand même un bon épisode à voir, qui va être drôle, mais si vous aimez les sciences, et que vous aimez creuser là-dedans, un nouveau monde s'offre à vous. Et je pense que c'est justement ça qui fait en partie que cette série est autant appréciée. Enfin bon, concrètement, Futurama, de quoi ça parle au juste? Eh bien, ça raconte l'histoire de Philip J. Fry. Philippe! Je sais où tu te caches! Un livreur de pizza un peu bêta sur les bords, qui se retrouve cryogénisé le 31 décembre 1999, à minuit, pendant 1000 ans. Il se réveille donc logiquement 1000 ans plus tard. Bon, alors cet épisode est rempli de détails et d'informations cachées qui ne seront révélées que bien plus tard,
comme par exemple cette ombre là sous le bureau, lorsque Fry va perdre l'équilibre et tomber dans la chambre de cryogénisation, qui est un détail auquel on ne prête pas attention et que l'on ne voit même pas au départ, franchement je l'avais pas vu, mais qui s'avère être extrêmement important lors de la saison 4. Mais bon, c'est pas de ça dont je vais parler. En effet, en profitant de la sortie de la saison 8 pour me refaire les anciens épisodes, je me suis retrouvé à remarquer un détail qui m'avait totalement échappé jusque-là. On peut en effet voir Fry cryogénisé très précisément à la fin du compte à rebours du nouvel an du nouveau millénaire, soit le 1er janvier 2000 à minuit, même très exactement 7 secondes après le changement d'année, si l'on s'en tient au timecode de l'épisode. En toute logique, on s'attendrait à ce qu'il soit décongelé au même moment, c'est-à-dire le 1er janvier 3000 à minuit. Pourtant, on remarque dans l'épisode qu'il se réveille en plein jour le 31 décembre 2999, soit plusieurs heures trop tôt. D'ailleurs, est-ce que vous aviez remarqué ce détail ou pas ? Est-ce que vous avez l'esprit plus aiguisé que moi ? Parce que pour tout vous dire, il m'a fallu revoir la série pour la 3e fois pour véritablement le remarquer. Et croyez bien que cette avance de la machine n'est pas le résultat que le système ne compterait que les jours et pourrait éventuellement réveiller la personne à n'importe quel moment dans la journée fatidique, puisqu'avant l'arrêt de la cryogénisation, on voit que la machine compte très exactement le nombre de secondes restantes. Elle sait donc exactement à quel moment doit être décongelé Fry. Et alors, me vint une question à l'esprit. Vu que rien n'est fait au hasard dans cette série, pourquoi est-ce que Fry est réveillé plusieurs heures avant que ça fasse 1000 ans, tout pile? Bon, après ne l'avoir pas remarqué, puis m'en être aperçu et me dire « Ah, on s'en fout en fait », puis m'être dit que c'était uniquement parce que c'était une facilité scénaristique permettant de mettre en place la découverte du futur et les personnages secondaires pendant le temps de l'épisode 1, je me suis dit qu'il devait quand même y avoir une raison plus profonde. Surtout quand on connaît les Gugus qui sont aux manettes. Et autant, à l'époque où j'avais vu la série, j'étais ado et mes connaissances en sciences étaient assez limitées, autant aujourd'hui, j'ai quand même assez d'expérience pour avoir compris assez rapidement ce qui devait se tramer derrière. Pour ça, il faut comprendre comment est-ce qu'on mesure le temps. Il est 6h30 du matin, et tout va bien. Hey! Ouais, rien que ça. Comme vous le savez sûrement, une année dure 365 jours. Enfin, ça c'est ce qu'on mesure, mais en réalité, la Terre met plus de temps à tourner sur son orbite que ça. Justement, le problème c'est que, à force, ça se décale, et petit à petit, le calendrier a de l'avance sur la Terre. C'est pour ça que on a créé des jours supplémentaires, puisque la Terre tourne à peu près en 365 jours et 6 heures. Au bout de 4 ans, on additionne ces 6 heures, ça nous fait un jour supplémentaire, et on l'ajoute dans le calendrier, c'est comme ça que le 29 février existe. Donc c'est très bien. Mais c'est pas parfait. Parce que si on ajoute un jour tous les 4 ans, au bout d'un moment, on va finir par prendre du retard, on va se décaler dans l'autre sens. Et du coup, pour éviter ça, il y a des calculs assez compliqués sur les années bissextiles, enfin bon, c'est le bordel, je vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Au final, le problème c'est que notre calendrier mesure une année comme étant égale à 365,2425 jours, soit 365 jours, 5 heures, 49 minutes et 12 secondes. Et le problème c'est que c'est toujours pas égal exactement autant que met la Terre à faire un tour sur son orbite, puisqu'elle met 365,2421905 jours. Soit 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45,198 secondes. Et là, on voit qu'on se retrouve avec une différence quand même de 26 secondes d'écart par an. Alors c'est ridicule, mais le problème c'est que, au jour le jour on s'en aperçoit pas, mais sur une très grande période ça a une influence. Et justement, Fry est congelé pendant 1000 ans. Et ce décalage va se cumuler petit à petit jusqu'à atteindre un décalage de 7 heures, 25 minutes et 39 secondes. Et en tant qu'être vivant, nous on s'en aperçoit pas du tout puisqu'on se fie au soleil, mais bon, le calendrier est quand même véritablement décalé. Et ça implique que la machine qui a cryogénisé Fry est elle aussi décalée par rapport à l'heure sidérale de la Terre. On peut donc en déduire que si la machine se base bel et bien sur le temps du calendrier grégorien, alors elle doit décongeler Fry très précisément le 31 décembre à 16h, 34 minutes et 28 secondes. Donc ce réveil de Fry un millénaire après, alors qu'il fait encore
plein jour et qu'il a été cryogénisé à minuit pile semble avoir trouvé une réponse et n'est en fait pas du tout une erreur ou une facilité scénaristique. Mais est-ce que c'est véritablement le cas? Parce que, en jetant un coup d'œil aux éphémérides, on peut voir que le 31 décembre, le soleil se couche à 16h38 à New York. Ce qui veut dire que, à l'heure où Fry se réveille, à 16h34 et quelques, il reste à peine plus d'une minute avant que le soleil ne se couche. Et même si on n'a pas de réelle indication de temps à ce moment-là, on sait qu'il est impossible que le soleil soit encore à son zénith. On devrait donc plutôt voir un magnifique ciel crépusculaire en dégradé de rose, et non ce bleu digne d'un soleil au zénith. Et même, on va voir plus tard dans l'épisode que la nuit est tombée, ce qui veut dire qu'il y a quand même encore pas mal de temps de jour avant que la nuit tombe. Donc du coup, le fait que Fry se réveille en plein jour, c'est vraiment une facilité scénaristique? Eh bien, on a oublié de prendre un paramètre en compte. Parce que mesurer le temps, c'est bien, avec un calendrier, mais la machine cryogénique, elle, doit le faire surtout avec des circuits, très précisément avec un petit composant qui est spécialement dédié à ça, le cristal de quartz. C'est un composant qui peut être plus ou moins gros, et qui a la particularité de vibrer à une fréquence très précise, et oui, c'est exactement le même composant qui est à l'intérieur des montres à quartz. Et il existe tout un tas de types de quartz différents, avec des fréquences et des fiabilités plus ou moins importantes. Alors, il existe des résonateurs à quartz qui vraiment ne valent pas grand-chose, seulement 2 ou 3 centimes, mais qui sont considérés comme assez peu fiables, avec une erreur de 1 à 2 secondes par jour. Mais c'est de la merde! Mais c'est beaucoup trop important pour une machine qui doit être aussi précise que celle de Fry. Et au passage, ce serait pas bon du tout puisque elle nous donnerait une dérive de presque 7 jours après un millénaire de fonctionnement. Donc ouais, c'est pas ça. Mais il existe d'autres quartz, plus onéreux, de bien meilleure qualité, qui sont bien plus stables dans le temps. Et eux, on peut dire que c'est vraiment pas de la merde. Alors, quand je parle d'onéreux, c'est pas non plus la mort, hein, c'est entre 10 et 20 $ l'unité. Ça reste quand même 1000 fois plus cher que les quartz de base, hein, mais c'est quand même assez abordable comme prix, et vu que les machines cryogéniques doivent tourner assez longtemps et qu'elles doivent être d'une technologie quand même assez avancée, hein, on va pas se mentir, sachant qu'en plus les prix pour une cryogénie tournent autour de 50 000 $ pour la tête ou le cerveau seul, et que ça peut monter à près de 300 000 $ pour le corps entier, mettre quelques dollars en plus pour un composant de précision n'est pas non plus totalement fou ni une assurance de se ruiner. Quoi qu'il en soit, ces composants peuvent avoir, dans un circuit qui est à la fois bien pensé et assemblé, une erreur très très faible de seulement 0,5 parties par million, ce qui signifie que pour chaque million de cycles d'exécution, ils ont une erreur d'environ 0,5 cycles. C'est peu. Très très peu, même. Mais ça a beau être très peu, avec le temps, cette erreur va s'accumuler et peut devenir significative. Pour un oscillateur à quartz basique cadencé à 50 MHz, ça représente environ une erreur de 25 cycles d'écart par seconde. Soit 1500 cycles d'erreur par minute, ou encore 90 000 cycles d'erreur par heure, ou encore 2 160 000 cycles de décalage en une journée entière. Après 1000 ans, en prenant en compte les 243 années bissextiles, qu'il ne faut bien sûr pas oublier, ce qui nous amène à avoir 365 243 jours, on va avoir une erreur de 788 924 880 000 cycles d'erreur. C'est beaucoup 789 milliards, hein. Mais en divisant par la fréquence d'oscillation du quartz lui-même, ça nous amène à un décalage qui est seulement de 4 heures, 22 minutes et 59 secondes. Ouais, finalement, sur un millénaire, 4h30 d'erreur, c'est pas beaucoup. En tout cas, en ajoutant ce décalage dû au quartz à celui dû à la différence entre l'année calendaire et l'année sidérale, on en arrive à la conclusion que Fry a été réveillé à 12 heures, 7 minutes et 29 secondes. Et à votre avis, à quoi est-ce qu'il ressemble le ciel de New York à 12 heures un 31 décembre? Bon alors si on m'avait posé la question, moi j'aurais pas dit bleu, j'aurais plutôt dit gris à cause des nuages. Mais en tout cas, si on part du principe qu'il n'y a pas de nuages, bah il devrait être parfaitement bleu. Et du coup, cet épisode est cohérent avec la dérive d'un quartz et celui de l'année calendaire. Bon, par contre, le fait que tout le monde soit habillé de façon légère aussi bien en 1999 qu'en l'an 3000, alors qu'au mois de décembre à New York il fait en moyenne 3 degrés, ça c'est pas du tout crédible. Mais bon, je vous rappelle qu'on est en train de regarder une série de divertissements, on n'est pas là pour faire de la science. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce réveil de Fry en plein jour, alors qu'il s'est fait cryogéniser à minuit pile pour 1000 ans? Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, à votre avis, c'est une explication valable? Je sais pas pourquoi,
J'aime quant à moi me dire que ce détail auquel je n'avais pas du tout prêté attention lors de mes premiers visionnages est en réalité bel et bien voulu et justifié par ses créateurs. Qu'il n'est pas anodin, mais n'est pas non plus le résultat d'une paresse d'écriture. Bienvenue dans le monde de demain. T'es obligé de leur annoncer comme ça? Un peu de théâtralité, ça ne fait jamais de mal. Qu'au final, ce n'est pas un hasard si Fry se réveille en plein jour, tout comme ce n'est pas un hasard s'il y a déjà l'ombre sur le bureau qui trouvera une explication 4 saisons plus tard. C'est juste que, dans le cas du réveil, contrairement à l'ombre, on ne pointe pas ce fait, et l'équipe ne cherche à aucun moment à en donner une explication, laissant ainsi à celles et ceux qui remarquent ce petit détail le soin de chercher à l'expliquer et de savoir pourquoi et comment il survient. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de La Science dans la Fiction, parlant de Futurama. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.